Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats sur Télésud. Merci de votre fidélité. L'invité d'aujourd'hui, l'auteur que je reçois est d'origine camerounaise. Il est chroniqueur, éditeur, il est membre de la Société des auteurs du Poitou-Charentes. Il est l'auteur également de L'autre côté de l'Atlantique aux éditions du Mérite. Michel Tagne-Foucault, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Votre dernier ouvrage vient de paraître. Il s'intitule « Sous le regard d'un Africain, chroniques et rencontres » aux éditions de Londres. Eh bien, commençons sans plus tarder la première partie de l'émission des mots et débats au fil des pages. Michel Tagne-Foucault, tout d'abord, évoquons le titre « Sous le regard d'un Africain ». Pourquoi pas « Sous le regard d'un Camerounais » ? En fait, parce que le livre ne parle pas que du Cameroun, ça parle de plusieurs pays. En fait, pour moi, le titre premier, c'était « Chroniques et rencontres ». Pour moi, ce que je disais était quelque chose d'assez universel. Mais l'éditeur, les éditeurs de Londres, il m'a proposé que ça aurait été mieux, en fait, de préciser africain pour qu'on puisse savoir d'où je parle. Oui, sans donner un état particulier, une nationalité particulière. Alors, votre essai est divisé en plusieurs chapitres. Il y a les chroniques, les enquêtes, les livres et puis les entretiens. Alors, commençons d'abord par les chroniques. Alors, vous revenez tout d'abord sur les attentats de novembre 2015. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à écrire sur ces attentats? Bien sûr, j'imagine cette douleur, mais pourquoi d'abord les attentats? Les attentats, en fait, si on lit la chronique, on saura, j'écrivais même pas sur les attentats. C'était, j'avais mon programme, j'avais quelque chose de fait. Je venais de sortir mon nouveau livre qui était de l'autre côté de l'Atlantique, ça parlait des États-Unis, j'avais les rêves plein la tête, aller aux États-Unis par exemple, faire des dédicaces, etc. Et j'avais une dédicace, je crois, en Vendée. Et il y a eu des attentats, je lisais un très beau livre d'une Allemande qui est magnifique aussi. Bon, il y a eu tout ça, en fait, qui s'est posé là, comme ça. Voilà, sans explication, il fallait prendre. Et aussi, il y a eu l'invitation pour aller assister à un meeting de Madame Pécresse. Voilà, bon, je voulais parler de comment ça s'est passé, comment tu es chez toi, tu fais quelque chose, tu lis un très beau livre, tu es content, tu mets la télé, oh, c'est horrible. Et tu dis non, c'est rien, oui, c'est pas rien, c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais personnellement, tu te dis, voilà, c'est la vie, tu vas passer à autre chose, mais tu te rends compte que non, la dédicace que tu vas faire après, c'est pas possible. Comment, voilà, que dit après? Donc vous étiez vraiment bouleversé, vous n'êtes même pas allé d'ailleurs à cet séminaire pour les écrivains parce que vous étiez très perturbé. Ben, on peut le comprendre de toute façon. Que dire aux gens, surtout que c'était la semaine qui suivait que je devais être en dédicace, que dire aux gens? Oui, il faut être fort, oui, on va vaincre les terroristes, mais les gens qui sont morts, la famille, la tristesse, les rêves individuels et collectifs. Pour moi, le rêve, ce n'est pas rien. Dans tout mon parcours de militant, j'explique toujours aux gens de faire attention aux rêves. Le rêve, c'est quelque chose, ce n'est pas rien le rêve. C'est beaucoup le rêve. Oui, c'est ce qui nous motive, justement, qui nous passionne et qui nous permet d'avancer et puis d'avoir toujours des objectifs, d'aller au-delà. Alors, pour toujours vos chroniques, vous parlez justement de ce meeting avec Aminata Traoré, une ancienne ministre de la Culture, une ancienne ministre malienne, et vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Quel regard posez-vous sur Jean-Luc Mélenchon? J'aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon parce que Vous avez voté pour lui? Non, je n'ai pas voté pour lui, je ne vote pas. Je suis militant, j'aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon et j'étais vraiment honoré d'être présent dans son meeting de Lille. Même si après, je suis allé faire autre chose, mais je voulais vraiment participer à ce moment et son équipe, etc., ont été vraiment magnifiques. C'est le militantisme, c'est de voir en fait comment on peut être politique et être humaniste. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des paroles politiques, bien sûr, on doit être avec des slogans, mais le fond, l'humanisme qui met devant, à la base de toute chose, l'humain. C'est ça qui m'intéresse et qui m'intéressait toujours sur Jean-Luc Mélenchon. C'est son combat de militant pour l'humain. Et Aminata Traoré, je ne la connaissais pas très bien, j'avais entendu parler
d'Aminata Traoré, mais après j'ai vu aussi son travail toujours sur l'humain. Oh, je ne partage pas toutes ces thèses, hein, bien sûr, je ne partage pas toutes ces thèses parce que des fois elles peuvent se trouver un peu radicales, mais la thèse principale qui voudrait que l'humain soit à la base de toute chose, l'humain soit à la base de toute réflexion, parce que les politiques qu'on met en place, c'est pour les humains. Bon, ça doit être réfléchi en ayant l'humain au centre. Bon, cette thèse-là m'intéressait bien. Vous vous arrêtez également sur la position de l'Europe vis-à-vis de la démographie africaine. C'est-à-dire, vous parlez, vous dites, oui, en fin de compte, l'Europe est obsédée par le ventre de la femme africaine. C'est-à-dire, en gros, la femme africaine fait trop d'enfants. Je l'ai dit, cette chronique, avant que monsieur le président de la République, Emmanuel Macron le dise, et je l'ai dit avant les élections. Et quelque temps après ce que j'ai dit, Nicolas Sarkozy et après Manuel Valls, ils ont repris ces termes. Et même Montebourg, je me suis étonné que Montebourg, qui est un très grand politique, qui est près de l'Afrique, qui est toujours, qui pourrait être le plus proche des problématiques, de la voilà. J'étais étonné en fait qu'il ait aussi ce petit discours qu'on lance, mais qui, au fond, si on veut décortiquer pour analyser, ça ne veut rien dire. Et j'avais dit ça dans la chronique que j'ai dit, la femme africaine, il y a cette obsession. De l'autre côté, il y avait les traditions qui voulaient que la femme pondeuse, la femme, etc., c'est-à-dire surtout cette politique, cette idée qui pose cette politique, cette idée qui voudrait que soit il y a une femme bondeuse, ou soit il y a pour l'empêcher d'avoir du plaisir, etc. Et aussi une politique où on dit l'Afrique, la démographie, comme si Et derrière le discours, et des fois ces discours sont jolis, hein, tu vois la phrase, la démographie africaine va augmenter, etc., etc., comme si c'était une bonne chose. Alors que si on revoit la phrase et qu'on va dans l'analyse, on comprend très bien que démographie, c'est un mot, voilà. On comprend que, ça veut dire, ça inquiète. Même si on finit avec des jolies phrases, c'est un mot qui inquiète. C'est-à-dire, le ventre de la femme revient au sujet. Et donc, vous, d'après vous, justement, est-ce qu'il faut limiter les naissances pour peut-être juguler ce problème de famine, ce problème de sécurité alimentaire, sanitaire? Est-ce qu'il faut justement mettre en place, je ne sais pas, un système de limitation de naissance? C'est toujours comme ça. Ça veut dire que le riche aura des enfants, le pauvre n'en aura pas. Voilà, c'est qu'il faudrait être riche maintenant pour avoir des enfants. Déjà que pour vivre, il faut être riche. Le riche sera toujours vainqueur. La femme pauvre n'aura rien. C'est le ventre de la femme. C'est peut-être un moyen aussi de contrôler son budget, son économie pour que les filles, pas seulement les garçons, que les filles aussi aillent à l'école et pas au champ et aider la maman. Justement, et ça revient à un sujet très vaste. Qu'est-ce qu'on appelle école? Qu'est-ce qu'on met dans ça? Je vais vous raconter une scène. J'étais en voyage, j'étais au Togo. Il y avait une personne qui est d'origine portugaise, qui a un doctorat. Mais à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle avait un doctorat. Elle s'exprimait en français, elle s'exprimait très mal en français. Et quelqu'un à côté a dit « Oh, foutez-moi avec des illettrés ». Ah non, elle n'est pas illettrée, elle a un doctorat. Mais il ne savait pas. Bon, qu'est-ce qu'on appelle école? Voilà, et comment est-ce qu'on ouvre... qu'est-ce qu'on appelle école, comment on la définit, et comment on arrive à faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. C'est ça le sujet. Et quand on parle de famine en Afrique, bien sûr, il y a la famine en Afrique, mais aussi la famine aussi partout. Quand on va en Afrique, il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de questions. Il y a même beaucoup de sujets non traités quand on parle de politique même alimentaire. Quand tu vas, par exemple, au Togo ou au Bénin, tu demandes quelle est la politique alimentaire, quelle est la politique agricole. On n'est pas capable de définir, en fait, ce que c'est qu'une politique agricole. Quand tu parles avec les gens, voilà, je pense vraiment qu'au lieu d'aller tomber sur les histoires de démographie, où on aura un petit élan de vouloir contrôler le ventre des femmes, il faudrait s'attaquer à la politique et aux politiques qu'on met en place qui ne sont pas efficaces, ou peut-être des politiques qui sont inexistantes. Bon, il faudrait, je pense à mon petit niveau, qu'il faudrait s'attaquer aux vraies politiques qui, normalement, c'est aberrant de constater en fait que en Afrique, même pas en Afrique, mais en Europe, etc. Il y a des gens qui ont faim. Mais juste qu'en Afrique, c'est montré. Mais il faudrait combattre cela. Il faudrait combattre cela. Donc, mettre des politiques adaptées.
Abordons le chapitre enquête de votre ouvrage. Je me suis penchée, je me suis arrêtée sur ce passage, ce texte, parce qu'on sent que là, comment dire ça, vous dénoncez, en fin de compte, l'individualisme. Il y a des gens, vous êtes dans le métro, il y a une femme qui mendie, vous dites qu'elle est en djellaba, noire, couverte, on sent qu'elle a froid, c'est ce que vous décrivez dans votre ouvrage, et vous êtes horrifié de constater que les usagers du métro ne s'arrêtent pas, ne donnent pas. Mais c'est très courant, c'est-à-dire que les gens eux-mêmes galèrent. Pourquoi donner quand nous-mêmes galérons? Enfin, j'imagine. Oui, mais c'est horrible de voir que cette femme, elle est là. Le sujet, c'est quoi? Elle est là, elle a froid. Ou elle est là, elle a faim. La politique, on s'en fout. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous posez les questions, donc, aux usagers du métro. Pourquoi vous ne donnez pas? Oui. Ouais. Pourquoi on ne donne pas? Oui, pourquoi vous ne donnez pas? Elle est là. Et vous avez donné à cette femme mendiante? C'est même pas la question. La question, c'est elle est là. Avant que je n'arrive là, elle était déjà là. Elle est là. Ce n'est pas une fiction. C'est de la réalité. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? On passe, on la laisse là, dans le froid. Peut-être elle a faim. Voilà, c'est ça qui m'a choqué. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une politique. Voilà, elle est là. C'est du présent. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Une personne, on peut dire, peut-être la première personne qui est passée n'avait pas de sous. Peut-être le deuxième aussi. Peut-être le troisième aussi. Peut-être le quatrième. Allons jusqu'au 10e. Mais non, dans un métro, il y a plein de personnes. Plein de personnes prennent le métro. Ce n'est pas 10 personnes dans un métro, c'est plusieurs personnes. Elle est là, depuis elle est là, elle attend. Et les gens passent comme ça, comme ça, comme ça. Ça pose un vrai problème. Oui, ça pose un problème bien de savoir si cette personne qui peut donner n'est-elle pas aussi en difficulté. Voilà, comment prendre soin de l'autre alors que soi-même... Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Vous n'allez pas me dire que dans ça, il n'y a pas eu quelqu'un qui avait un petit sou. C'est pas possible. Ça, on n'est plus en France. Même en Éthiopie, on donne. Allez au Sénégal. Bien sûr, il y a ce phénomène au Sénégal où peut-être les autorités essayent de combattre cela, mais les gens donnent. Allez au Maroc. Regardez comment les réfugiés, comment ils font. Si les humains n'y étaient pas, comment ils font. Quand quelqu'un quitte, par exemple, du Togo, ou peut-être du Cameroun, ou de Côte d'Ivoire, comment il fait pour arriver jusqu'au Maroc? Comment il fait pour arriver jusqu'en Algérie? Comment il fait pour arriver jusqu'en Libye? Ce sont les humains qui croisent en route, les relations humaines, les gens, voilà, c'est l'humain. C'est l'humain qui permet à l'humain d'avancer. Ces immigrants qui vont, ils ne sont pas tous riches. Non. Il y en a des pauvres et des très pauvres. Mais comment ils font? Parce qu'il y a les humains, parce qu'ils croisent des humains. Tu es en train d'aller dans tel endroit, il y a un humain qui passe, l'humain te prend parce que tu es humain. Ils s'en foutent, tu es blanc, tu es noir, voilà, tu es riche, tu as besoin d'aide. Et le sujet, c'est quoi? C'est l'aide du moment. Ils s'en foutent de tout ce qui est politique. Et c'est comme ça qu'ils t'aident. Allez au Maroc, vous allez voir. Allez en Tunisie. Voilà, les gens mettent en place des politiques pour combattre cela au Sénégal, à Dakar. Mais ça, il y a des gens qui donnent. C'est-à-dire il faudrait qu'on sépare la politique, c'est-à-dire politique fiction, puisque la politique, c'est quoi? C'est de la fiction. On est dans la fiction, on est dans les mots. Les mots sont vraiment, c'est très beau comme des mots, mais ce sont des mots. Mais là, on parle de l'humain, on parle du cas. Là, sur place, qu'est-ce que tu fais? Alors justement, dans ce chapitre enquête, toujours, vous abordez cette question de l'immigration. Vous expliquez que vous êtes, je crois, autour d'une table, vous buvez la bière avec des copains et tout, et là, vous refaites le monde. Et les gens qui sont avec vous sont étonnés qu'en Afrique du Sud, on mette les gens dehors, les immigrés, les étrangers, on les jette dehors. Et vous expliquez, mais attendez, au Cameroun aussi, on le fait, dans chacun des pays du continent, on le fait. Ah. Pourquoi être si surpris? Les gens ne savent pas, en fait, puisque ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est qu'en Europe, les Africains qui sont en Europe, ils ne sont pas venus de la même manière. Oui. Il y a des enfants des ministres, il y a des enfants des directeurs, ils ne sont pas tous nés dans le militantisme. Il y a des enfants des pauvres, bien sûr, mais il y a aussi des enfants des riches. Il y a des enfants il y a la bourgeoisie africaine qui existe, qui a toujours existé et qui perdure, qui est bien ou pas bien, je laisse ça aux croyants. Mais il y a de la bourgeoisie africaine, des gens qui sont nés dans les millions. Quelqu'un qui vient, il ne sait pas ce que c'est. Vous rencontrez, vous parlez d'immigration, oui, il le parle aussi parce qu'il entend la télé, parce qu'il a entendu. Mais la réalité, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'à Bruxelles, c'était à Bruxelles,
quand on parlait de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je ne cautionne pas ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais j'étais quand même étonné de voir qu'il y avait des Gabonais, il y avait des Équatoriens. Pourtant, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Comment on met des gens dans les bateaux avant de les expulser? C'est un fait. C'est un fait. Comment, en Guinée équatoriale, au moment de rapatrier les gens, on les entasse, on les fout à la porte. C'est un fait. Et moi, j'étais étonné quand j'ai rencontré un Béninois qui me parlait de son calvaire au Cameroun. C'est un fait. Au Cameroun, des fois, il te dit on t'arrête, on te met dans une cellule et on te donne des cafés. Quand on te donne du café, ce n'est pas du vrai café, c'est des fouets. On te fouette dans ta détention pour que tu puisses rentrer dans ton pays et que tu ne reviennes plus. C'est un fait. Parce que tout simplement, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de papier, donc voilà. On se permet, la police se permet d'arrêter oui. et voilà, de déjà, fouetter. Oui, déjà quand ils t'arrêtent, tu n'as pas de papier, bon, tu es dans l'illégalité. On ne soit pas en Europe pour demander un avocat. Non, tu es en cellule. Et qu'est-ce qui se passe en cellule? Quand on vous donne les fouets aux gens, on te fouette bien, jusqu'à ce qu'on trouve une solution comment te rapatrier. C'est un fait. Il faut aller au Burkina. Il faut aller au Burkina. Je suis allé pour le projet que je porte qui s'appelle mon village africain. J'ai rencontré des gens pour le Burkina. Tu vas au Burkina, si tu n'es pas de la CEDEAO, on te fouette. On t'enlève du camp, on te fouette si tu n'as pas de sous. Mais en Afrique du Sud, c'était, si je me souviens bien, c'était la population qui se soulevait contre, justement, ces travailleurs étrangers qui, soi-disant, prenaient le travail des Sud-Africains. Donc, il y avait de la colère, des bastons dans la rue. C'était vraiment... oui, la différence, c'est ça. Ouais. La différence, c'est qu'en Afrique du Sud, c'était la population, alors que dans les autres pays, c'est l'institution de l'État. C'est ça, mais ça existe, que ça soit rapatriement, que ça soit la population ou l'État, un rapatriement reste un rapatriement. Avançons. Et justement, toujours là, dans Enquête aussi, vous parlez beaucoup de Boko Haram, bien sûr, d'origine camerounaise, j'imagine le poids de ces insurgés nigérians qui fragilisent le Cameroun. Vous en parlez beaucoup. Que ressentez-vous? Parce que vous habitez à Genève, à Genève, à la limite entre la France et Genève. Vous voyagez beaucoup. De loin, vous ressentez cette menace Boko Haram? Bien sûr, parce que ce que les gens ne savent pas peut-être, je le parle avec vraiment un ton grave, peut-être, oui, voilà. Ce n'est pas une mince affaire, parce que quand on regarde la télé, c'est fiction. Bon, c'est éloigné, bon, on peut le dire avec un air vraiment détaché, etc. Mais il faut savoir que là-bas, il y a des humains, des femmes, des hommes, des enfants. Et il y a aussi le rêve. Quand tu nais dans un endroit, tu te fais un rêve. C'est ton lieu de vie, c'est là où tu es né. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été arrachés de leur endroit de naissance, de leur lieu où l'imaginaire s'est construit. Bon, c'est pas facile. Il faut comprendre, c'est vraiment un lieu. Boko Haram terrifie. C'est horrible, hein, vraiment. Je pense même horrible n'est pas le mot. Je pense pas qu'il existe un mot assez fort pour parler de ça. Pour parler de cet endroit, ils ont mis un cas, mais c'est horrible sur le plan humain et même sur le plan déjà ce qui se passe, c'est que dans ces zones, l'État avait oublié déjà ces zones. Il faut le dire clair et net. C'était des zones où il y avait beaucoup de souffrance, où la politique, il y a aussi beaucoup d'autres zones où l'État n'est pas assez présent. Mais dans ces endroits, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de pauvreté. Maintenant, la souffrance, la pauvreté, les gens s'en foutent en fait, puisqu'il y a toujours une vie, il y a toujours un plan D, on sont des humains. On arrive à se créer une manière on se crée des plans pour survivre. Mais ajouter à ça Boko Haram, ça devient terrifiant. C'est-à-dire, déjà, il y a la pauvreté, voilà, on essaie de mettre un plan B, et maintenant Boko Haram vient nous tuer, ou ce n'est pas Boko Haram, peut-être l'armée camerounaise ou nigériane, en voulant tuer Boko Haram, on se retrouve avec des balles perdues, mais il faut qu'on identifie, on ne sait pas si ce sont des terroristes ou c'est juste des habitants. Des villages où on a demandé à la population d'aller, sinon, voilà, pour ne pas être confondu. Bon, c'est beaucoup de souffrance. Et je le parle vraiment avec beaucoup de gravité. Vraiment, c'est beaucoup de souffrance, cette zone. Et vraiment, on espère vraiment que Boko Haram se fera... voilà. Et ce n'est même pas côté camerounais seulement. Quand tu vas au Nigeria, il faut aller voir les réfugiés camerounais. Il y a d'abord eu du côté camerounais des réfugiés nigérians. C'était horrible. Déjà que tu fuis ta maison, tu fuis ce que tu as laissé...
tu es dans une précarité déjà extrême, avec les choléra, les maladies, etc. Et du côté nigérian, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, et les réfugiés, il n'y a pas assez de moyens pour s'occuper des réfugiés. Les réfugiés, celui qui n'a pas de sous, il ne peut pas continuer à Yaoundé ou aller je ne sais pas où. Et le Camerounais, le réfugié qui se retrouve au Nigeria, il ne peut pas continuer à Lagos, etc. Bon, il est dans un camp. Il n'y a pas assez de moyens. Ces gens font comme ils peuvent. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Et aussi, les parallèles à ça, la prostitution, c'est horrible, vraiment. Vraiment. On espère vraiment, et vraiment de tout cœur, que les autorités prendront leurs responsabilités et que cela sera réglé au plus vite, pour l'humain, pour que les êtres humains puissent rentrer dans leur lieu, dans leur terre. De toujours, là où ils ont leurs souvenirs, leurs rêves et tout. Il faudrait qu'on les rende de cela, oui. Merci beaucoup, Michel Tagne-Foucault, pour nous avoir parlé, présenté un peu votre essai. Ce sont ces chroniques, ces rencontres. Bien sûr, il y avait ces entretiens. Il y a aussi vos coups de cœur lorsque vous parlez des livres. Et bien là, je laisse les téléspectateurs découvrir ce qu'il y a dans votre ouvrage « Sous le regard d'un Africain ». Maintenant, passons tout de suite à Carte sur table. Michel Tagne-Foucaôt, j'ai dit au début de cette émission que vous étiez chroniqueur-éditeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette facette de l'éditeur. Qu'est-ce que c'est être éditeur? Pour donner envie justement à nos téléspectateurs qui ont des idées, ils connaissent des écrivains et ils ont envie de monter cette maison d'édition. Comment faire? Un éditeur, déjà, il faut être un rêveur, puisqu'il faut croire au livre, au projet, puisque ce n'est même pas encore un livre, c'est un projet de livre qu'on vous propose, être éditeur. Vous, c'est les éditions du Mérite? Oui, les éditions du Mérite. Bon, être écrivain, c'est d'abord être rêveur, et après, voilà, on peut pas être... Oui, c'est d'abord le rêve, et après, tout ce qui va avec. Après, ça quitte du rêve pour être une entreprise. Bon, il faut gérer les comptes, etc. Oui. Mais au début, ça doit être un rêve. Sinon, si c'est que finance, il n'y a pas de substance humaine. Dans les substances humaines, c'est les substances littéraires, etc. Oui. Alors justement, quand on parle de substance humaine, quels sont vos critères pour sélectionner vos futurs écrivains, vos poulains? Déjà, il faut respecter le marché de là où on se trouve. Par exemple, en France, il faut savoir quel genre de livres les gens aiment. Puisque une maison d'édition, c'est une maison d'édition pour les livres, mais c'est aussi une entreprise. Ça ne sert à rien de produire des livres qui ne vont pas se vendre. Il faut déjà savoir être lecteur, c'est-à-dire savoir quel genre de livre ça marche. Et les livres bien. Moi, je vais en fait, je définis ceci. Je me dis toujours que tous les livres sont bons. Pour moi, ça dépend juste pour quel public il s'agit. Mais en fait, ça dépend. Il faut que le livre me plaise, tout simplement. Ça peut parler de ce que ça veut, de la robe, une couleur du chien, etc. Mais il faudrait que ça soit bien écrit, que ça plaise. Oui, que ça émeuve beaucoup les lecteurs, peu importe le style, en fin de compte. Oui, justement, puisque nous sommes tous singuliers. Donc, vous éditeriez, par exemple, Christine Angot? C'est un rêve, vraiment. J'adore Christine Angot, et même après, puisque Christine Angot est allée dans On n'est pas touché, les gens étaient contents, mais moi, j'étais horrifié. Quand on rêve de quelqu'un, on veut que ça reste un mystère. Puisque quand on a une idole, on lit ses livres, c'est magnifique, c'est magique, on se fait un personnage ensuite. Mais si déjà on se connaît déjà la pensée, etc., on n'est pas... Oui, ça gâche un peu le plaisir. Mais sinon, je continue à aimer Christine Angot. Je trouve toujours qu'elle est magnifique voilà. Et c'est juste dommage que dans son émission, elle n'ait pas assez de temps de développer sa pensée, parce que c'est une personne... Moi, je dis toujours que Christine Angot est muette. Ouais. Muette dans quel sens? Dans le sens où l'écriture, ça prend le temps d'exprimer, d'expliquer, de relire, de se relire. Voilà, c'est comme une musique. On entend, on modifie, on refait. Alors que les émissions sont spontanées. La spontanéité, pour un écrivain, c'est pas possible. On ne peut pas être écrivain. Et voilà, il faut faire autre chose. Il faut devenir journaliste. Voilà. Mais là, elle est chroniqueuse. Voilà, c'est un peu compliqué. Peut-être après, pourra trouver ce juste milieu entre spontanéité et littérature. Puis c'est un écrivain. Mais là, je dis, elle n'est pas en train de faire de la littérature, elle est en train de faire un show. Bon, elle fait le show, etc. Elle le fait bien. Puis ça me plaît pas. Mais je continue à aimer ses œuvres et à l'adorer.
Je voulais savoir également, vous, comme vous êtes d'origine camerounaise, est-ce que par exemple cela vous intéresse d'éditer, de faire appel à des écrivains du Cameroun, anglophones par exemple? Oui, je comprends peut-être la question pour parler de peut-être Cette de la crise anglophone qui est détestable, qui est horrible, la crise anglophone. Mais c'est aussi la cause, c'est aussi la cause des politiques qui ont été mises en place. Quand on sait que au sud, dans l'administration, on parle oui, au sud-ouest oui. et au nord-ouest Oui. de l'administration, on parle français, alors que nous sommes en zone anglophone et qu'en zone francophone, on parle français, personne ne veut parler anglais. Voilà, bon, voilà, c'est des histoires politiques. Qui aussi ont eu, il y a eu des machins malheureux, en fait, avec les sécessionnistes qui sont entrés dedans, alors ça va dans tous les sens. Et les élections qui viennent, bon, chaque politique se positionne pour avoir sa part d'électorat, etc. Mais c'est malheureux parce que ça amène beaucoup de tristesse aussi. C'est-à-dire, de l'autre côté, on a Boko Haram qui terrorise les gens. Et maintenant, on a la question anglophone qui terrifie les gens. Je me rappelle, à Bamenda, j'appelle les gens, on ne peut pas sortir, c'est ville morte, etc. Pour ceux qui travaillent, etc., c'est horrible, hein, vraiment. Et des villages où on va tabasser les gens, il y a les drones, c'est-à-dire l'État camerounais devient le petit dictateur. Oui, oui, c'est horrible, hein, vraiment. Il faudrait que les autorités du Cameroun puissent prendre cela à bras-le-corps et régler cela. Merci beaucoup, Michel Tan-Foko. Nous allons passer tout de suite, parce qu'il nous reste très peu de temps, au coup de cœur. Alors, votre coup de cœur, Michel Tan-Foko, c'est un auteur haïtien. Oui, Gary Victor. Gary Victor. Et le titre du livre que vous avez choisi? Le titre du livre que j'ai choisi... Ce sont Les temps de la cruauté. C'est ça, de Gary Victor, parce que j'ai beaucoup d'autres livres de Gary Victor. C'est un auteur que j'ai découvert par hasard, en fait. C'est découvert parce que je me suis intéressé à Haïti avec les œuvres de Dany Laferrière, puisque Oui. voilà, j'étais très heureux de quand il est entré à l'Académie française, et aussi son parcours, sa proximité, son dialogue quand il nous rencontrait dans les différents salons, etc. Je me suis intéressé à la littérature, puisque Haïti, je connais Port-au-Prince, c'est magnifique, tout le monde connaît, mais je me suis intéressé à la littérature haïtienne. Et il y a eu Trudeau, etc. Et j'ai vu en fait Gary Victor avec son nouveau livre et j'ai trouvé qu'il était magnifique. Voilà, la manière dont il écrivait, la description, comment il décrit ses personnages, cette femme avec son enfant dans ce cimetière, cette femme pauvre, avec cet écrivain un peu bizarroïde, qui recherche du réconfort, qui est paumé dans sa vie, qui a besoin de trouver un sens à sa vie, qui rencontre cette femme, et c'est une histoire merveilleuse. Pour moi, c'est une grande histoire d'amour, même si il n'y a pas c'est quelque chose qui fait, il n'y a pas d'échange, voilà. C'est une très belle histoire. Et d'ailleurs, j'espère vraiment qu'il y aura un tome 2. C'est un auteur magnifique, vraiment. Il n'y a rien à dire sur Gary Victor. Et j'étais vraiment très heureux de le découvrir et je vais le suivre, vraiment. Il est magnifique. Et si je le dis vraiment en tant qu'éditeur et aussi en tant que lecteur, vraiment, je pense que ça a du poids. Vraiment, c'est un bon auteur, oui. Merci beaucoup, Michel Tan-Foko, de nous avoir présenté votre coup de cœur. Donc, c'était Gary Victor. Et puis, l'émission touchant à sa fin, eh bien, on va rappeler le titre de votre ouvrage, Sous le regard d'un Africain, aux éditions de L'Onde. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis, quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre assiduité. Au revoir et à bientôt.